Donc voilà, Intraco, société de conseil qui existe maintenant depuis plus de 25 ans et qui est active sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la qualité, la sécurité, l'environnement et l'énergie. Le deuxième pilier est management consulting et le troisième en corporate finance. Alors, en gros, on va toucher au niveau QSE à tout ce qui touche à l'accompagnement, à la certification, que ce soit en qualité, sécurité, environnement, énergie, également des thématiques plus spécifiques comme les dispositifs médicaux, comme l'alimentation. On intervient également dans les domaines de l'économie circulaire. On vous accompagne dans vos demandes de permis d'environnement, permis unique. On a également chez Atraco un outil digital de veille réglementaire qui a fait l'objet d'un mardi de l'info il n'y a pas très longtemps. Et on vous accompagne aussi dans l'optimisation des processus. On met en place également des formations qui peuvent être soit de chez vous, soit de chez nous, ou éventuellement virtuelles également. Alors, notre deuxième activité, donc le management consulting, là, on a un diagnostic croissance 360 degrés. On fait également de l'accompagnement stratégique, toute la partie opération, l'optimisation des performances, les transformations organisationnelles. On est actif aussi sur, évidemment, les thématiques de gestion de projet, gestion du changement. On effectue aussi des missions en intérim management, mais également sur tout ce qui touche à la logistique en général. C'est un peu l'ADN d'Atraco, c'est la logistique. Troisième pilier, le volet corporate finance. Là, on accompagne les entreprises depuis l'élaboration de leur business plan jusqu'à la transmission. Donc, ça veut dire également, on les accompagne sur des levées de fonds, dans un exercice de valorisation d'entreprise ou notamment lors d'une volonté de croissance par acquisition stratégique. On se met en recherche d'acheteurs, de vendeurs, en fonction du cas. Notre portefeuille client est assez large et couvre des secteurs divers dans la construction, à la fois dans le secteur public, le secteur privé, des petites entreprises, des grandes entreprises. Donc voilà, chez Atraco, on a vraiment une optique qui est pragmatique et on s'adapte vraiment à la société avec laquelle on collabore et qu'on accompagne. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui est une thématique liée à la gestion des ressources humaines et au management. Voilà, on l'a intitulé Management participatif collaboratif. Fin du top-down management, c'est un petit peu l'histoire de l'évolution du management. On va voir à travers cette présentation que l'histoire a tendance à se répéter et qu'on réexploite des méthodes qui ont fonctionné naguère, qu'on adapte. On va passer à travers un petit peu, ça va être un fil historique, le déroulement de cette présentation. Donc, dans l'évolution du management, on passera à travers les principes du Taylorisme, du Fordisme et du Toyotisme. Ensuite, l'école des relations humaines, on passera sur le management participatif jusqu'à l'entreprise libérée. On se demandera un petit peu quelle est la forme de management en 2020 qui est d'application aujourd'hui, comment les sociétés fonctionnent en général. Et si oui ou non, on se dirige vers un management plus collaboratif. Et puis, comme Alain l'a dit, ce sera l'occasion ensuite de poser des questions, d'échanger. Voilà, pour le mot de la fin, il y aura eu au préalable un petit sondage qui portera notamment sur certaines pratiques de management voilà, pour avoir votre vécu par rapport à ça. Alors, en guise d'introduction, on va se dire, OK, les pratiques de management ont évolué, mais est-ce qu'on a vraiment tourné le dos au taylorisme? Pour autant, taylorisme, on se dit, OK, taylorisme, ça date, mais qu'en est-il aujourd'hui? Alors, hop, tiens, voilà, les principes du taylorisme. Alors, les principes du taylorisme, si on veut faire bref, on est dans l'organisation scientifique du travail, c'est la division verticale, la division horizontale, la parcellisation des tâches, le salaire au rendement, la standardisation des procédures. Donc,
Petit cours d'histoire, c'est au début du XXe siècle que Taylor définit les bases de l'organisation scientifique du travail. Elle repose, celle-ci, sur la séparation vraiment pure entre la pensée d'une part et l'exécution du travail d'autre part. Donc on a d'un côté les ingénieurs du bureau des méthodes qui pensent et qui organisent le travail, pendant que l'ouvrier, lui, l'exécute moyennant une rémunération au rendement. Alors, division verticale du travail, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où les ouvriers sont encore des ouvriers artisans. Euh, et ceux-ci, on va leur demander de confier leur savoir aux ingénieurs afin que les ingénieurs le décomposent en tâches simples pour lesquels ils vont définir un temps d'exécution et la meilleure méthode ou le one best way. Alors, la division horizontale des tâches, donc là, on est dans l'optimisation et l'accélération des gestes. Donc, le but, c'est celui-là, c'est vraiment d'optimiser les procédures et d'avoir des gestes de plus en plus rapides. Et on obtient cela en simplifiant les tâches au maximum et en les répartissant sur les ouvriers. Donc, en fait, les ouvriers deviennent d'ouvriers artisans avec un savoir empirique, ils deviennent des ouvriers hyper spécialisés sur une tâche en particulier, et ceux-ci sont soumis, entre guillemets, à la tyrannie du chronomètre, puisque les ingénieurs ont défini un temps d'exécution pour la tâche. Et donc, il y a un salaire au rendement qui est prévu pour ceux qui réussissent à effectuer les tâches dans les temps ou des sanctions. Donc, Winslow est bien conscient que ces tâches sont monotones et il est personnellement convaincu que l'homme a une propension naturelle à la paresse. Donc ça, c'est le postulat de départ de Taylor, qui se dit que la seule manière de motiver les ouvriers à atteindre les résultats escomptés, c'est de lier justement ce salaire au rendement. Donc, moyennant un salaire assez plus attractif que ce qu'il n'est habituellement, on doit obtenir un rendement plus grand. Alors, du Taylorisme, on associe aussi le Fordisme, dans la mesure où Ford s'est appuyé sur le mode d'organisation qui a été défini par Taylor, mais lui, il a poussé la réflexion plus loin pour les besoins de son entreprise. Alors, tout comme Taylor, il partage ce point de vue qui est qu'il y a une convergence des intérêts qui est possible entre la classe ouvrière et ceux du patronat. Moyennant une redistribution des gains de productivité, les salaires des ouvriers donc augmentent et donnent accès à cette fameuse société de consommation. Le salaire passe de 3 $ à 5 $ par jour, ce qui est une augmentation de salaire conséquente. Alors, dans le Fordisme, là, on atteint, entre guillemets, le paroxysme de la division horizontale du travail avec le travail à la chaîne. Il y a une mécanisation des processus de production, donc on met les hommes au service des machines plutôt que de chercher à améliorer leurs gestes. Et c'est aussi l'ère de la production en série. Les consommateurs de l'époque ne sont pas encore aussi exigeants que ceux d'aujourd'hui et on est dans une phase de consommation de masse. Donc voilà, on a vu le Taylorisme, le Fordisme. Le troisième qui viendra par la suite, ce sera le Toyotisme. Mais si on veut regarder d'ores et déjà les avantages et les inconvénients du Taylorisme et du Fordisme, on peut se dire qu'en effet, on a eu accès avec cette méthode à une amélioration de la productivité, en tout cas à court terme, à une augmentation des profits et une augmentation des salaires. Donc, il y a des avantages. Par contre, dans les inconvénients, on voit que cette division du travail en une succession de tâches simples dénue le travail de son sens et de son intérêt. Malheureusement, il diminue aussi les compétences et les connaissances de la classe ouvrière. Et donc, cette monotonie des tâches, plus, je veux dire, la tyrannie du chronomètre, entraîne par contre sur le long terme de l'absentéisme, du turnover, une baisse de productivité, mais également de la qualité des produits. Le contexte historique de l'époque a son importance. On est
au début du XXe siècle aux États-Unis. L'apogée du taylorisme se situe entre les 45 et 70 en Europe. On a à l'époque toute cette vague d'immigration qui va fournir la main-d'œuvre peu qualifiée. On est dans un contexte de production de masse. Et puis, c'est la fin des 30 glorieuses à un moment donné. Et donc, il y a aussi un coup d'arrêt dans la progression du pouvoir d'achat. Et donc, ce qu'on faisait espérer avant aux travailleurs, ce à quoi ils pouvaient aspirer, donc une augmentation de leur pouvoir d'achat, n'est plus vraiment là, puisque c'est la fin des 30 glorieuses. Donc, la pénibilité du travail, la monotonie des tâches et surtout aussi l'impossibilité d'accéder à des promotions, ces aspects-là négatifs ne sont plus compensés. Et dès le début des années 70, les travailleurs ont un niveau d'études qui augmente, la qualification des ouvriers s'améliore aussi et donc ils refusent de servir la machine. Il y a une révolte qui se met en route par rapport à ça et donc les grèves, l'absentéisme et le turnover explosent. De plus, l'automatisation va venir remplacer le travail des ouvriers spécialisés du taylorisme. Donc la machine vient prendre leur place. Et puis les consommateurs, petit à petit, deviennent de plus en plus exigeants et ne se contentent plus d'une offre standardisée. On arrive alors à la fin de l'âge d'or du taylorisme et du fordisme. Alors, ensuite, il y a les principes du toyotisme. Comme je vous disais, on a vu taylorisme, fordisme, on passe ensuite au toyotisme. Donc, faisant référence à la méthode Toyota. Donc, on est au Japon à ce moment-là, qui est un marché qui est bien plus étroit que celui des États-Unis. Et donc, il n'est pas possible d'y transposer le Fordisme de la même manière parce que la production de masse qui est poussée vers les consommateurs n'est pas possible sur ce marché. Et donc, le toyotisme, lui, a pour principe de répondre à la demande qui tire la production. Donc, autant dans le Fordisme, on poussait la production vers les consommateurs. Ici, on tire la production vers la demande. Le contexte japonais, eh bien, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et les Japonais doivent relancer leur économie. Donc, de cette volonté naît le toyotisme en 1962. Donc, c'est un ingénieur, Taishi Ono, et le fondateur de Toyota qui sont à la manœuvre. Donc, c'est une organisation du travail qui va porter un nom qu'on appelle le système de production Toyota, mais ensuite plus connu par la suite comme Lean Management. Ce sont des chercheurs du MIT, des chercheurs américains qui vont s'intéresser à cette méthode et qui vont lui donner ce nom. Alors, le Lean Management, il repose sur une gestion allégée, sans gaspillage, une gestion efficace de l'entreprise. Il y a aussi des points communs avec le taylorisme. Mais par contre, ce qui le différencie, c'est que là, les ouvriers sont polyvalents, flexibles et ils sont également responsabilisés. Donc, le Lean Management, le principe, c'est zéro stock, zéro papier, zéro délai, zéro défaut, zéro panne. Donc, on veut travailler vraiment en just-in-time avec le stock minimum, mais on garde un souci de la qualité qui se fait de manière permanente à tous les niveaux de la production. Donc, on doit avoir une production sans défaut dans chaque maillon de la production. Et il y a ce principe d'amélioration continue auquel tous doivent contribuer. Alors, il y a évidemment aussi une prise en compte des demandes des consommateurs. Tout comme taylorisme et fordisme, toyotisme ou lean management présentent aussi ses avantages et ses inconvénients. Parmi les avantages, on peut citer l'amélioration de la qualité, l'augmentation de la productivité, une réduction des coûts, le renforcement de l'apprentissage, parce que dans ce cas-ci, le système repose sur les compétences des opérateurs. Mais parallèlement, il faut se dire que ce système a été basé sur la culture d'entreprise nippone où vraiment l'entreprise prend une place énorme dans la vie des travailleurs, mais ça a aussi occasionné une augmentation incessante des cadences de travail jusqu'à entraîner un épuisement des travailleurs. On a assisté à des suicides, à des accidents cardiaques, donc ça n'a pas été sans conséquences non plus. Donc voilà, on a parcouru ici vraiment quelques
méthodes d'organisation du travail dont on garde aujourd'hui encore certains principes d'application. Ensuite, eh bien, en réaction justement aux inconvénients du taylorisme et dans un contexte de crise économique des années 30, il y a un courant intellectuel qui est composé essentiellement de sociologues et de psychologues qui démontre que l'homme est également motivé par des facteurs sociaux, sous-entendu pas uniquement par des facteurs économiques comme le suggère Taylor. Donc, les relations humaines, ici, rentrent dans l'équation. Alors, parmi ces scientifiques, on citera Elton Mayo et sa fameuse expérience Hawthorne. Elton Mayo est professeur à Harvard à l'époque. Il mène une série d'études sur la productivité au travail des employés de la Western Electric Company entre 1927 et 1932. Avec son équipe, il sélectionne un groupe d'employés qu'ils font travailler dans des conditions de travail différentes, en jouant notamment sur l'intensité de la lumière. Et il constate qu'il y a une augmentation de la productivité de ce groupe d'employés, indépendamment du fait que les conditions de travail étaient meilleures ou au contraire moins bonnes, ce qui est un peu paradoxal. Mais en fait, il s'aperçoit que c'est le fait d'avoir entre guillemets, mis ce groupe dans la lumière et d'avoir créé une émulation au sein du groupe qui a eu surtout un impact sur la réaction des employés et sur leur motivation. Ils se sont sentis valorisés. Donc, en fait, il arrive à la conclusion que la productivité est également influencée par des facteurs psychologiques, comme le respect envers les travailleurs, l'intérêt qu'on leur porte et aussi le climat au sein de l'entreprise. Il met également en évidence, par cette expérience, la notion de groupe et des relations interpersonnelles en entreprise, ce qui est également en opposition avec Taylor, qui lui considère que l'entreprise est une somme d'individus. Il ne prend absolument pas en compte ce côté relationnel entre les différents travailleurs. Alors, parmi ces scientifiques de l'époque de l'école des relations humaines, il y a également Abraham Maslow et sa fameuse pyramide des besoins. Donc lui, il s'intéresse aux facteurs qui influencent la motivation de l'homme au travail. Et sur base d'observation, il établit que c'est la volonté de satisfaire des besoins qui motive l'homme. Donc c'est une motivation qui est intrinsèque à l'homme. L'homme veut satisfaire des besoins et c'est ça qui le motive. Mais il établit aussi que ces besoins sont hiérarchisés. Selon Maslow, il est nécessaire de les satisfaire dans l'ordre en partant de la base de la pyramide. Donc, d'abord satisfaire les besoins primaires de type avoir, tels que les besoins psychologiques, boire, manger, dormir, et ensuite les besoins de sécurité et de protection, avant de chercher à satisfaire des besoins secondaires qui sont plutôt de type être. Et donc, on classe parmi ces besoins-là le besoin d'appartenance sociale et un besoin d'affection, besoin d'estime et de reconnaissance et le besoin d'accomplissement de soi. Troisième scientifique à mettre en lumière à cette époque-là, c'est Douglas MacGregor, qui lui, avec sa fameuse théorie X et théorie Y, a aussi un impact. Il partage avec d'autres l'idée que le leader a vraiment, donc le leader, le CEO, le dirigeant, bref, a vraiment un impact sur l'organisation. Et la façon dont le leader va appréhender, va considérer les travailleurs est déterminante. Et donc, il les classe en deux catégories. Ceux qui pensent que le salarié n'aime pas travailler, que le salarié, comme dans le cas de Taylor, est par essence fainéant et, entre guillemets, n'est motivé que par le fait d'obtenir un salaire. Dans ces cas-là, le leader va se dire, il va pratiquer un management qui est de type carotte et bâton, et donc un management qui est basé sur le contrôle, la contrainte et la menace. Ça peut vous paraître un peu abrupt dit comme ça, mais c'est quand même l'essentiel du management qui est encore en place à l'heure actuelle. Et donc, en réponse à ce type de management, le salarié
qu'est-ce qui se dit? On va éviter les problèmes, donc éviter les initiatives, éviter les responsabilités. Et sa seule motivation, ce sera en effet sa paye en fin de mois, puisqu'en gros, on ne le croit pas capable d'autre chose. Donc, ça valide le postulat de départ, hein, qu'en fait, le salarié n'aime pas travailler, puisqu'en effet, il se comporte de cette manière-là. Par contre, l'autre théorie, c'est la théorie grecque, qui est d'avoir comme postulat de départ juste l'inverse, et de se dire que le salarié est quelqu'un de créatif qui cherche à bien faire. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et son objectif, c'est quand même de bien faire son travail. Et donc, dans ce cas de figure-là, le manager, il va chercher à développer l'autonomie de son travailleur et à le responsabiliser. Il va chercher à l'aider à bien faire son travail. Les travailleurs, eux, sont motivés parce que leurs besoins secondaires, et là, on repart sur la pyramide de Maslow, leurs besoins secondaires sont satisfaits, en effet, ils sont reconnus, il y a ce sentiment d'appartenance et donc plus enclin à se mouiller et à prendre des responsabilités. Donc, il y a aussi une forme d'accomplissement de soi au niveau du travailleur et qui, à son tour, va pouvoir libérer sa créativité. Et donc là, on est dans l'autre cercle, entre guillemets, vertueux, où le salarié, en effet, est créatif et cherche à bien faire. Alors, les relations humaines ont eu des apports au niveau du management. Déjà, c'est quand même de se dire qu'au sein de l'entreprise, le salarié n'est plus considéré juste comme un rouage relié à sa machine. Se dire que le salarié devient un individu qui est doté d'affect, ce qui n'était pas forcément une chose évidente, et qui a des relations interpersonnelles avec les autres individus. Alors, le taylorisme ayant atteint ses limites, l'école des relations humaines, elle ouvre la voie à d'autres styles de management, autres styles que le style autoritaire du command and control. Et donc, l'école ouvre la voie à ce qu'on appellera ensuite le management participatif. Alors, management participatif qui a diverses variantes, mais donc, à l'époque, on se dit qu'il y a une volonté à la fois politique, hein, on ne va pas refaire toute l'histoire du contexte politique de l'époque, mais bref, il y a néanmoins une volonté politique derrière de réconcilier le salarié et l'entreprise. C'est conjugué au courant humaniste et donc ces pratiques de management plus participatif sont encouragées. Alors, définir pour autant le management participatif est une chose qui est peu aisée. On en trouve beaucoup de définitions très différentes. Mais c'est un terme qui a été très à la mode dans les années 90 notamment, pourtant issu des relations de l'école des relations humaines. Donc là, on remonte tout de suite beaucoup plus avant les années 80, voire fin des années 60. Donc c'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais le terme nous paraît quand même relativement récent parce qu'aujourd'hui encore, on s'inspire de certaines pratiques de ce management participatif. Donc, comme je disais, il est difficile de trouver une définition précise, mais si on veut trouver une formule, on peut se dire que dans le management participatif, les décisions sont prises collectivement dans un cadre qui est défini par la direction. Il repose sur 3 piliers et c'est ça qui est fondamental dans le management participatif. Le premier pilier, c'est de donner du sens au travail. Que le travailleur se dise, voilà, ce que je fais a du sens. Lui accorder de la confiance et de l'autonomie et créer surtout un environnement qui est favorable au développement personnel. Donc, c'est vraiment l'idée d'un travail d'équipe où on mobilise l'ensemble du personnel et on fait appel, entre guillemets, à ce qu'on, enfin pas entre guillemets, au principe de l'intelligence collective. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on délègue une partie du pouvoir. Donc, le pouvoir est délégué aux équipes. Les équipes concernées prennent elles-mêmes les décisions pour résoudre les problèmes. Et surtout, on crée les conditions de travail favorables au développement personnel afin que chacun puisse contribuer à la création de valeur dans l'entreprise
et œuvrer à la réalisation de la vision de l'entreprise. Donc, on met également en place des dispositifs de régulation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Ce management participatif fait l'objet également de critiques, tout comme le taylorisme, tout comme le fordisme, le toyotisme, lean management. Voilà, il y a son lot de critiques qui l'accompagnent. On lui reproche notamment d'être un concept qui est trop flou. Ce n'est pas une méthode, ici on est plus dans une philosophie. Et voilà, il n'y a pas vraiment une méthodologie à appliquer. De plus, ça repose sur le postulat que les managers endossent un nouveau rôle qui est plus un rôle d'animateur et de coach et renoncent à leur pouvoir décisionnel en partie. Et il faut se dire que pour la plupart des managers, devenir manager, ça n'a sans doute pas été très facile. Ils ont dû faire beaucoup de sacrifices et donc renoncer au pouvoir décisionnel qui l'accompagne n'est pas toujours chose aisée. De plus, le management participatif, si cette participation est exigée, on pourrait notamment se dire, bah, écoutez, voilà, on voudrait vraiment que vous participiez à l'activité de l'entreprise, mais ça se fera pendant vos heures supplémentaires. Bah, à ce moment-là, le dynamisme et la mobilisation pourraient ne pas être au rendez-vous. Et donc, le postulat aussi de base, c'est que les salariés ont des intérêts qui convergent avec ceux de l'entreprise. Et là, c'est partiellement vrai. On ne peut pas dire que ce soit vrai pour tout, dans tous les cas de figure. Alors, management participatif, eh bien, il y a une forme de ce management participatif qui est vraiment la forme la plus poussée, qui est l'entreprise libérée, dont vous avez peut-être entendu parler. En tout cas, il y a eu un mouvement un petit peu de mode, à un moment donné, un effet mode autour de ce concept d'entreprise libérée qui a été popularisé par des ouvrages tels que Liberté et compagnie ou encore L'entreprise du bonheur du fondateur de Zappos. Alors, les entreprises qui fonctionnent sur ce concept d'entreprise libérée, il y en a. Il y en a peu, c'est marginal. On estime, d'après une étude réalisée par le How Report sur 16 000 employés issus de 17 pays, mais c'est une étude qui remonte à 2016, on estime qu'ils étaient 8% à fonctionner avec ces concepts d'entreprise libérée. Mais ces entreprises libérées, ce n'est pas forcément des PME. On parle ici de sociétés telles que Airbus, Kiabi, Noroto, Decathlon, Harley-Davidson ou Zappos en l'occurrence. Donc, ça peut être également des sociétés qui sont même cotées en bourse. Donc, ça peut s'adapter à différents profils d'entreprise. Mais ce qui est sûr, c'est que ce type d'initiative ne peut fonctionner que sur base d'une volonté profonde d'un leader qu'on appelle, dans ces cas-là, c'est la terminologie leader libérateur. Donc, c'est quelqu'un qui souhaite profondément mettre en place une autre forme de répartition du pouvoir de décision, une autre forme de division du travail, ce qui n'est pas rien. Donc, ça veut dire qu'on place l'individu au centre de l'organisation. On est quand même vraiment très, très loin ici du taylorisme. On est juste à l'inverse dans la théorie Y, si on se réfère à MacGregor. C'est une entreprise où la vision, la mission, la stratégie et les valeurs de l'entreprise sont communiquées très clairement et partagées sans cesse, sans relâche. Parce qu'il faut que les salariés s'approprient cette vision et qu'ils cherchent à la réaliser, sans quoi ça ne peut pas fonctionner. Et le rôle à ce moment-là du management, le rôle des managers, des leaders, c'est de créer l'environnement qui est favorable, l'environnement dans lequel chaque salarié, chaque équipe, parce que les équipes ont cette autonomie, eh bien, il faut qu'elles soient libres de prendre des décisions qui les concernent, de responsabilité. Et pour ça, il faut construire l'environnement qui le permette. Et ça passe notamment par
la formation. Formation qui est prépondérante dans ce type d'entreprise parce qu'il faut que toutes les compétences soient présentes et que les personnes puissent assumer leur sphère de responsabilité. Je disais, dans une entreprise libérée, eh bien, les principes veulent que on oublie le management coercitif, on écoute au lieu de parler, et surtout le management est là pour écouter. Et la participation de tous est réellement au centre de la démarche et à tous les niveaux de l'organisation. On partage sans cesse la vision de l'entreprise pour que chacun se l'approprie. Et donc, on n'essaye pas de motiver les gens parce qu'on comprend que la motivation doit être, entre guillemets, intrinsèque. C'est en créant les bonnes conditions de travail que les travailleurs sont motivés. On constate que ce sont des entreprises où la structure hiérarchique est quasi plate, qui fonctionnent en gros avec des petits groupes de travail en mode projet, et que dans ces entreprises-là, eh bien, on va renoncer à tous les symboles et toutes les pratiques en fait, qui vont refléter une inégalité de traitement. Donc, le but, c'est que tous soient traités avec respect, d'égal à égal. Et donc, pour ça, par exemple, on ne mettra pas à disposition des places de parking pour la direction. Il n'y aura pas de grands bureaux isolés pour le top management. Pas de badgeuses, à titre d'exemple, non plus. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun comprenne qu'il est important au sein de l'entreprise et qu'il a un rôle. Alors, il n'y a malheureusement pas de solution toute faite pour mettre en place une entreprise de type libéré. Cependant, voilà, si on reprend un article qui est paru dans l'Écho en janvier 2017, on constate que c'est un concept d'entreprise qui a séduit notamment des PME, mais également des entreprises publiques. Donc, ce n'est pas tout à fait anecdotique non plus. Entreprises publiques telles que le SPF Sécurité, le SPF Mobilité. Et donc, on a fait appel à ce moment-là à des leaders libérateurs. Et donc, ce sont des personnes telles que Frank Van Massenhoff, qui a été manager de l'année en 2007, et Laurent Ledoux, qui lui est vraiment aujourd'hui totalement impliqué dans ce type de management collaboratif, participatif, entreprise libérée, donc qui intervient dans les organisations pour mettre en place ces pratiques. Donc, ce n'est pas un modèle, c'est une philosophie. Donc, ça, à ce niveau-là, c'est différent du taylorisme et du lean management. Il faut bien se dire que chaque entreprise est unique et donc il n'y a pas une solution unique qui va fonctionner pour mettre en place une entreprise libérée. C'est une démarche qui doit être vraiment sincère et authentique parce que l'idée, c'est de favoriser le bien-être des employés pour qu'ils rejaillissent ensuite sur la performance, mais l'idée, c'est de favoriser le bien-être des employés. Donc, si on veut, je veux dire, passer l'étape du bien-être pour arriver directement à la performance, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est une démarche qui demande persévérance et pédagogie, surtout quand c'est une organisation qui est déjà existante et au sein de laquelle il faut mettre en place une transformation profonde. Ça nécessite beaucoup d'accompagnement dans le changement. Donc, ce concept d'entreprise libérée fait également l'objet de critiques. On peut remarquer qu'en général, les employés sont plutôt positifs, mais voilà, certains y verront un côté vision humaniste, monde de bisounours, peu compatible avec la réalité et qu'in fine, c'est plutôt une volonté de dégraisser les organigrammes parce que c'est une entreprise qui va fonctionner avec un organigramme, une structure beaucoup plus légère. C'est critiqué aussi parce que, comme je le disais au préalable, les dirigeants doivent accepter de faire un pas de côté sur tout le volet opérationnel. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est de se concentrer sur la vision et la mission de l'entreprise. Mais il se peut aussi que ce leader libérateur, qui est entre guillemets à l'origine du cadre et donc définit un peu les règles du jeu, soit
fasse un peu figure de gourou. Donc voilà, c'est un peu aussi ce qui a été parfois reproché à ce type d'entreprise, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et donc, la démarche fait émerger en effet des leaders naturels, puisqu'on souhaite que chacun participe et vont naturellement participer les leaders plus volontiers. Et donc, c'est parfois une démarche qui ne convient pas à tous et qui peuvent en laisser certains de côté. Alors, ça nous amène tout doucement en 2020. On est passé au travers quelques décennies avec différents types de management. Et alors, en 2020, on se demande un petit peu si le manager, ça ne doit pas être un mouton à cinq pattes, parce qu'on voudrait qu'il combine un peu toutes ces méthodes de management pour en retirer des petits morceaux à gauche, à droite. Et on lui demande de concilier un peu ce qui est inconciliable. Donc, on lui demande de concilier à la fois performance et bien-être des travailleurs, sans réellement se soucier du bien-être des travailleurs. Et on lui demande aussi de responsabiliser des équipes, mais d'être en permanence dans le contrôle. Donc, pourquoi est-ce qu'on en est un peu là? Le contexte, évidemment, nous y pousse. Il y a cette accélération des changements et la nécessité de se renouveler sans cesse, une concurrence économique qui est en perpétuelle croissance. On a maintenant, entre guillemets, la consécration du client roi, hein, où le client est vraiment au centre de toutes les attentions. Et puis, on a ces nouvelles générations qui ont aujourd'hui 20 ans, 20-30 ans, 20-30 ans, pardon, et pour qui le management autoritaire et directif ne passe plus. Et donc, ces générations qui demandent que l'on se tourne vers de nouvelles formes de management plus, je veux dire, plus respectueuses, plus collaboratives. Et parallèlement, il y a aussi des aspirations des salariés qui sont en termes de qualité de vie au travail. Donc, on a aussi en plus cette digitalisation qui oblige à repenser l'ensemble des process. On doit abandonner le mode silo puisqu'on a des outils qui sont transversaux et intégrer l'idée d'un travail qui est néanmoins collaboratif. Et donc, on va arriver maintenant dans la partie sondage où on souhaiterait avoir votre input par rapport à ça. On a préparé 3 questions voilà, qui apparaissent à l'instant. Alors, pour vous, être un bon manager, c'est avant tout une question de, au choix, personnalité, expérience ou formation. Il y a une option. Et puis ensuite, deuxième question, parmi ces thématiques, quelles sont celles qui ont été privilégiées par votre entreprise au cours des dernières années? Donc là, vous avez des choix multiples. Et vous avez une troisième question sur le principal critère d'évaluation du manager dans votre entreprise. Donc, vraiment le critère numéro 1. Qu'est-ce qui vient en numéro 1 chez vous? Voilà, on vous laisse la possibilité de voter. Je pense que je vais recevoir... Voilà, on va attendre 2 petites minutes pour récolter l'ensemble des résultats. Ah bien voilà, on reçoit à l'instant donc les résultats. Donc être un bon manager, pour la plupart d'entre vous, c'est une question de personnalité. Les thématiques qui ont été privilégiées dans votre entreprise. Donc, à ce moment-là, on voit que la qualité de vie au travail et la responsabilisation des travailleurs prennent le haut. Et le principal critère d'évaluation des managers au sein de votre entreprise, le développement des compétences et l'autonomie des collaborateurs arrive en tête de liste. Écoutez, on a des réponses ici qui sont très différentes d'une étude que je vais vous partager. Qui est une étude qui est française, hein, on n'est pas en Belgique, mais qui a été réalisée en 2019 par l'Association pour l'emploi des cadres sur un échantillon de 1451 cadres du secteur privé. Et donc, on voit que voilà, les perceptions des attentes
principal des collaborateurs, c'est le besoin de donner du sens au travail, le besoin de reconnaissance et de valorisation du travail, le besoin d'aide dans la résolution des problèmes, donc se tourner vers son manager pour avoir de l'aide dans le cadre d'une résolution de problème, permettre le développement du potentiel et un besoin de qualité de vie au travail. Alors, dans les critères d'évaluation du management, dans l'ordre est arrivé l'atteinte des objectifs de production et des objectifs financiers, en numéro 1. En numéro 2, la qualité du produit et du service. Et puis ensuite, ça a été le développement des compétences et de l'autonomie des travailleurs. Et puis, le climat social et la motivation au sein de l'équipe. Les résultats, bien, d'après les cadres managers eux-mêmes, pour eux, être un bon manager, c'est avant tout également une question de personnalité. Il faut se dire qu'avoir des aptitudes managériales, ce n'est pas donné à tout le monde et qu'apparemment, seule une personne sur 10 posséderait l'ensemble des aptitudes managériales. Mais on constate que les managers sont souvent choisis non pas sur base d'aptitudes managériales, mais sur base de leur expérience ou encore sur base d'un succès qu'ils auraient eu dans une fonction qui n'était pas forcément une fonction managériale. Alors, parmi les thématiques qui ont été privilégiées dans l'entreprise, toujours dans le cadre de cette étude, eh bien, c'est la recherche de performance. Ensuite, la responsabilisation des travailleurs, ensuite le travail collaboratif, et puis la qualité de vie au travail, et enfin le droit à l'erreur. Donc, voilà un petit peu les résultats qui peuvent être très différents en fonction de l'échantillon de personnes. Mais si on revient au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien, on est dans un contexte, certes, de digitalisation depuis déjà quelques années, mais le contexte particulier de Covid-19. Et donc, on se demande si l'histoire ne se répète pas un peu parfois et que peut-être on pourrait assister à un retour du lean management. Lean management qui a été très en vogue dans les années 90, mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y a eu à nouveau un réel engouement après période de crise en 2008. Parce que la méthode a fait ses preuves, notamment en termes de réduction des coûts, d'efficacité opérationnelle et d'amélioration du service client. Et donc, Lean Management, qui était complètement tombé dans l'oubli jusqu'il y a peu, bien, le terme revient tout doucement sur le devant un peu de la scène. On voit apparaître de nouveaux articles à ce sujet. Bon, alors, les inconvénients qui sont liés au Lean Management, on peut toujours les rappeler, mais c'est que c'est avant tout une période qui est perçue comme une méthode de cost killing. C'est une méthode qui est efficace, entre guillemets, sur le long terme, mais qui suscite énormément de frustration durant les 2 premières années de mise en œuvre, qui n'induit pas forcément une réelle implication de l'ensemble des travailleurs. On les sollicite sur certains aspects très précis. Et surtout, c'est difficile d'induire les changements comportementaux qui sont nécessaires à la mise en place d'une telle méthodologie. Et puis, il y a une augmentation des risques psychosociaux parce qu'il y a une augmentation des cadences et qu'à l'époque, voilà, il y a eu un gros rejet aussi de la part des partenaires sociaux vis-à-vis de cette méthode. Alors, digitalisation, on peut se dire, est-ce qu'on n'est pas un peu au niveau de la digitalisation aussi dans un retour du taylorisme ou une version de celui-ci? Parce qu'à nouveau, ben, on a une division entre la conception et l'exécution du travail, notamment dans tous les métiers du web. On a les ingénieurs et les développeurs d'un côté, puis les data analystes de l'autre. Par contre, on constate que la digitalisation implique plus de collaboration et confère une certaine autonomie aux travailleurs. Donc, la division du travail à l'heure du digital, certes, il y a toujours une division verticale. Par contre, au niveau de la division horizontale, ben là, on a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui permet de repousser les limites de l'automatisation chaque jour. Ça, on va dire que ça détruit, entre guillemets, du travail, mais c'est également l'occasion de délester les travailleurs de certaines tâches à faible valeur ajoutée pour se concentrer sur d'autres à plus haute valeur ajoutée. Il y a du pour et du contre.
La digitalisation nécessite une approche plus collaborative parce que les travailleurs sont interdépendants et qu'ils ont accès à davantage d'informations. Mais le travail aussi peut être encore ce qui s'apparente à un travail à la chaîne. Si vous entrez dans un centre de distribution e-commerce, je vous assure que la cadence est assez rythmée. Et parallèlement, ben, la digitalisation s'accompagne de tout un ensemble d'outils de contrôle. Et donc, les contremaîtres, entre guillemets, des temps modernes, ils peuvent juger de la performance des travailleurs avec précision. Il y a encore bon nombre d'entreprises où le badgeage est de rigueur, mais ça va jusqu'à consigner l'ensemble des tâches qui ont été effectuées durant la journée dans un logiciel, avec un suivi du temps qui a été consacré pour savoir qui a fait quoi, combien de temps, etc. Donc, tout ça est une information qui est à la disposition aujourd'hui du management. Mais comme on l'a dit, la digitalisation entraîne aussi plus de collaboration. Et donc, ce qu'on a appelé management participatif il y a quelques années ici, le terme est un peu tombé dans l'oubli, mais il revient aujourd'hui sous cette appellation entreprise libérée, sous cette appellation management collaboratif, management coopératif. Et donc, vos réponses vont dans ce sens aussi. Et il se différencie parfois au niveau d'une délégation du pouvoir. Dans le management collaboratif, on va, entre guillemets, consulter davantage les équipes, mais les décisions restent au niveau du management. Les entreprises qui mettent en place un management plus collaboratif sont celles qui sont principalement en recherche permanente d'innovation et les entreprises qui veulent placer le client au centre de la stratégie. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a aujourd'hui un client qui est vraiment la préoccupation principale dans la stratégie de l'entreprise. Et donc, on veut un client satisfait. Toutes les enquêtes de satisfaction sont là à tout moment, à tout niveau, dans tout type d'entreprise. Donc, on cherche vraiment à connaître la satisfaction de son client et à le placer au centre de sa stratégie. Et donc, bon nombre d'entreprises ont bien compris que pour avoir des clients heureux, c'était quand même plus commode d'avoir aussi des employés heureux, parce que les employés heureux sont les premiers ambassadeurs et aussi les premières personnes qui vont être en contact avec les clients. Et donc, un employé heureux, bien, c'est un employé qui est traité avec respect, qui occupe une fonction qui a du sens, une fonction qui lui convient. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver la perle, l'employé et de le mettre à la bonne place ensuite. Mais donc, le challenge est là, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit, une personne qui va avoir une fonction qui permet de développer son potentiel. Et donc, d'avoir parallèlement un management avec un leader, entre guillemets, naturel, pas parce qu'on lui a donné le titre de manager, mais leader parce que c'est quelqu'un qui est inspirant, parce que c'est quelqu'un qui est de bons conseils, parce que c'est quelqu'un qui est là pour vous tirer vers le haut, pour permettre le développement de votre potentiel. Donc, c'est ce fameux manager animateur, coach. Mais à ce moment-là, c'est un manager voilà, à qui on va moins demander d'être dans le contrôle parce qu'il obtiendra d'office les résultats attendus en ayant, d'office en tout cas, il obtiendra bien, certainement bien plus facilement une application, un engagement de l'équipe dans ce rôle-là. Le travail des employés est reconnu et valorisé et donc l'employé bénéficie de la confiance et il jouit également d'une certaine autonomie et d'une marge de manœuvre dans la gestion de son travail. Ce type de management existe, c'est notamment le cas dans les entreprises libérées, mais on a différentes gradations. Mais il faut se dire que à la base de ce type de management, obligatoirement, il y a des leaders qui pensent que la théorie X de Douglas McGregor est à oublier et veulent se tourner plutôt vers cette théorie Y. Donc, ont abandonné l'idée de la carotte et du bâton et veulent se tourner vraiment vers un environnement de travail qui favorise, entre guillemets, la motivation et l'engagement.
Voilà, c'est un petit peu le mot de la fin, je vais dire, pour ce tour d'horizon, à la fois historique, qui mélange un petit peu les époques parce que tout s'entremêle aujourd'hui. Et on va, vous laisser la parole pour voir si de votre côté vous avez des questions, si vous avez envie d'intervenir. Oui, donc voilà, si vous avez des questions, donc merci Virginie déjà tout d'abord. Si vous avez des questions, ben voilà, vous n'hésitez pas à demander la parole. On est là de toute façon pour avoir un échange courtois le cas échéant, s'il y a quelques questions que ce soit. Bien évidemment, il n'y a pas vraiment de réponse exacte dans cette thématique, mais voilà, si vous avez besoin d'avoir un échange ou des questions ou des anecdotes ou voilà, des choses que vous voulez échanger avec le groupe, n'hésitez surtout pas. Voilà, sinon, je vous remercie tous déjà d'avoir participé et nous organisons encore de toute façon, les mardis de l'info, nous allons encore en organiser, mais on a déjà un mardi de l'info prévu assez rapidement, donc regardez bien les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous inscrire ou à nous revenir le cas échéant pour toute question éventuelle. Donc, voilà, je laisse la parole à… oui, donc on a enregistré la présentation. Elle vous sera, de toute façon, le lien YouTube vous sera envoyé très rapidement, donc le temps de faire le process de la vidéo. Et on enverra ça sur notre chaîne YouTube et je vous enverrai de toute façon les liens assez rapidement. Et voilà, donc nous restons ouvert. N'hésitez surtout pas pour toute question. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, voilà, levez la main et n'hésitez pas. Voilà, toute question est intéressante. Mais oui, c'est vrai que je voulais dire aussi que, voilà, en effet, il n'y a pas de bonne formule et que la bonne formule, c'est celle qui doit être adaptée à chaque profil d'entreprise et en fonction du type de leader qui est en place. Voilà, merci Virginie. Pas de questions, enfin, n'hésitez pas à les poser même par écrit. Hein. Pas toujours évident le vocal. Ah, Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est donc Jean-François qui parle. Donc, je suis dans le médico-social oui. et je me pose la question si en effet ce côté-là d'un côté libérateur, est-ce que ça marcherait avec tout ce qui rassemble un petit peu le côté législatif, voilà, du social, parce que nous sommes tenus dans un cadre bien particulier et ce côté de management libéré du monde d'entreprise pourra en effet marcher dans ce type de structure. Mm. Alors oui, il y a en effet la question du cadre légal, mais entreprise libérée ne veut pas dire non plus laisser faire complet. Et Bien sûr. voilà, l'idée, c'est d'avoir une autodiscipline, et donc il faut pour ça que chacun ait bien intégré évidemment les règles. Euh, pour les règles légales. Et donc, c'est en ça que la formation est importante, parce que les personnes doivent être compétentes et bien comprendre aussi quel est leur périmètre, parce que Oui. les équipes ne sont pas responsables de tout le temps. Elles sont responsables dans leur sphère. Et donc, le fonctionnement en fait de ce type d'équipe, c'est qu'à chaque fois qu'elles veulent prendre une décision, elles doivent néanmoins consulter les personnes qui vont être impactées par cette décision. Donc, il n'y a pas de décision qui est prise tout seul dans un coin par une personne. Non, C'est bien pas sûr. comme ça que ça fonctionne. Donc, J'imagine. il y a de la régulation qui est mise en place, qui est organisée. Très bien. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Ça répond tout à fait, je vous remercie. Mais c'est vrai que voilà, les normes ISO, donc il y a
c'est une certaine rigueur aussi voilà, qui est inhérente à la vie de l'entreprise, mais c'est plus vraiment le côté philosophique et la façon dont on aborde la relation avec l'employé qui fait la différence au niveau de Oui, l'entreprise. oui, oui, tout à fait. Tout à fait, vous voyez un petit peu ce côté-là de cette entreprise libérée. On pourrait l'avoir avec justement des travailleurs qu'on appelle nous, du coup, travailleurs en situation de handicap en établissement d'aide par le travail, et qui permet en fait justement comme un Word Café où chaque personne pourrait donner son idée qui peut être la plus farfelue possible à celle qui peut peut-être être toute petite idée, mais conduire à quelque chose. Oui, ben, c'est de là que vient l'innovation et donc c'est en Oui, effet par le fait que les gens se sentent libres de proposer des choses. Voilà, oui, qu'on trouve, je veux dire, il y a, voilà, si vous avez l'occasion de lire ce livre sur Liberté oui, et compagnie, eh bien, d'accord. ça explique simplement qu'il y a des produits qui ont été découverts en faisant des erreurs, en étant libre de pouvoir tester des choses. Et c'est notamment le cas du Gore-Tex. Si vous connaissez le produit, bien c'est un produit qui est arrivé par erreur. Mais on a Ok, laissé la chance néanmoins au produit de se développer. ok. Très bien, je vais me renseigner sur le Gore-Tex alors. Voilà. Merci. Je vous en prie. Moi, j'avais une petite question aussi. Moi, c'est plutôt pour mon cas personnel. Je suis jeune manager ici depuis 6 mois. Je fais partie de la génération Y, donc je suis plutôt favorable au management collaboratif. Et ici, ça se met bien parce que c'est vrai que ma collaboratrice est plus jeune que moi. Maintenant, je me posais la question de savoir si demain, j'ai dans mon équipe une personne plus expérimentée et où je vois qu'effectivement, les méthodes qu'elle aurait eues au préalable dans son management ne sont pas favorables à ce management collaboratif. Est-ce que je perdrais en crédibilité d'adapter ici mon management en le gardant collaboratif d'une part et en le gardant peut-être un peu plus soutenant, contrôlant, pas spécialement, j'aime pas trop le concept de carotte et de bâton, mais voilà, malheureusement, c'est vrai qu'il y a aussi Je suis peut-être cet désolée, aspect-là. la connexion est Ah, mauvaise. pardon, vous m'avez entendu jusqu'où? Non, non, j'ai perdu une partie de Ah, votre question, mais je pense que j'en ai saisi l'essence, oui. en tout cas. Et c'est vrai que la cohabitation de différentes... Ah, je vous entends plus non plus. Je vous entends plus non plus, moi. J'ai pas eu votre réponse. C'était Oui. pas vraiment la cohabitation, c'était plutôt est-ce que je perdrais en crédibilité face à l'une ou l'autre collaboratrice si j'adapte en fait oui, mon management en fonction des besoins de l'une et de l'autre. Ben, justement, enfin, il me semble que le fait de mettre en place tout ce qui est possible de mettre en place pour que chacun évolue correctement, et mais il faut voir évidemment si vous avez cette personne qui est en complète opposition et qui ne jure que par des menaces, des injonctions pour faire... Là, ce sera compliqué, quoi qu'il arrive. Je ne vais pas vous mentir. Mais je D'accord. pense que l'exemple, à mon avis, voilà, quand on voit que les choses se passent bien, et même pour tout un chacun, à tout âge, on peut se dire que finalement, il y a peut-être d'autres façons de faire et qui ne fonctionnent pas plus mal, quoi. Donc, voilà, il faut compter aussi sur la bonne volonté des gens à ce moment-là. Mais je suis pour la mixité, effectivement, moi, d'un groupe de travail, que ce soit des personnes avec vraiment beaucoup d'expérience à apporter, à partager. Mais je me dis qu'il y a certaines personnes qui ont été habituées à vraiment un type de management et qui ne sont peut-être pas habituées aujourd'hui à ce management collaboratif. Et
je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, face à quelqu'un qui prône le management collaboratif au niveau de la collaboration, vraiment au niveau du collaborateur en tant que tel, il n'y aurait pas une inadéquation de se dire pourquoi est-ce que mon manager adapte ici deux façons de gérer son équipe. C'est en effet pour ça que sa démarche doit venir d'en haut et donc doit être une démarche et souhaitée vraiment du haut du management parce que sinon, elle n'a aucune chance d'aboutir. D'accord, ok, merci. C'est vraiment le principe, je pense. Ça doit être une volonté du leadership. Virginie, si je peux me permettre, j'ai peut-être moi un petit feedback à donner. Donc, Magali Daudrion, je suis responsable RH chez Ortis, au sein des laboratoires Ortis à Elsenborn, et nous venons d'implémenter, en tous les cas depuis début d'année, le management participatif collaboratif au sein de l'entreprise. Donc, une entreprise qui a évolué dans un style managérial totalement différent, puisque l'entreprise était gérée non seulement par les fondateurs de l'entreprise jusqu'il y a quelques années, et puis par une CIO pendant 3 ans, avec ce changement radical au niveau du style de management. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole ici, mais je voudrais simplement dire qu'en effet, il doit y avoir une volonté très, très forte d'implémenter ce style de management de la part du top, hein, donc dans le cadre d'Ortis, des fondateurs du conseil d'administration, avec un accompagnement qui est très fort de la part d'un groupe pilote qui est au sein d'Ortis, un groupe qui s'appelle le COTI, qui est constitué des responsables de département. On n'emploie plus les mots directeur, manager et autres, hein, puisque on tente au maximum de supprimer tous les aspects hiérarchiques, ce qui ne veut pas dire, en effet, que les prises de décision sont faites n'importe comment. Et je voulais tout simplement dire qu'il y a un point qui est très, très important, c'est la mise en place d'une matrice de responsabilité, justement pour permettre à chacun de savoir, d'avoir un cadre défini et de savoir dans quel cadre, dans quel cas il peut prendre des décisions, se positionner en toute autonomie. Donc, il y a pas mal de choses à mettre en place en amont du déploiement du management participatif et ça prend du temps. Donc là, voilà, nous, ça fait 10 mois qu'on y travaille. On voit déjà, on en récolte déjà les fruits et je rebondis sur ce que Madame le maire a dit, ou en tous les cas questionné par rapport à la mixité de différents styles. Je le déconseille très, très fortement parce que c'est très difficile, c'est pas conciliable en fait. On ne peut pas avoir un style managérial, comment dire, patriarcal ou très hiérarchisé avec du collaboratif. C'est pas possible et ça sèmerait la confusion au sein du collaborateur. Voilà, tout simplement. Mais merci pour l'exposé dans tous les cas. C'était très intéressant de reparcourir l'histoire. Et il n'y a pas de recette, en effet. Ça dépend vraiment de la culture aussi qui est en place dans l'entreprise, des valeurs surtout, hein, les valeurs, la mission. Donc, il n'y a pas de recette miracle, mais ça fonctionne. Il faut être patient, mais ça fonctionne. Patient et être très bien accompagné. Ça, c'est important aussi. Ah bah, c'est super d'avoir ton feedback, Magali. Voilà. De mettre dans cet autre contexte. Merci beaucoup. Et en effet, je pense que l'application de chacun est surtout la base de tout management. Je pense qu'il faut toujours appliquer le haut et le bas également. C'est la première chose à faire. Madame Marjorie avait une question également. Donc, si tu peux donner la parole à Marjorie. Oui, bonjour, merci. J'avais effectivement levé la main. En fait, moi, je me suis inscrite sur ce webinaire parce que j'ai repris des études en ressources humaines et je suis en poste en tant que salariée. Et en fait, c'était juste une remarque parce que depuis que j'entends parler de cette forme de management, la théorie, elle est formidable, elle semble vraiment tout à fait réalisable. Et là, je rebondissais par rapport au sondage, c'est que quand vous avez dit que les réponses que vous avez reçues, elles sont assez différentes de ce que vous avez voir officiellement. En fait, j'ai eu on vous entend plus. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, en fait, par rapport au sondage, j'ai eu le sentiment que
il y a à la fois ce que des personnes peut-être qui ont répondu ce qu'elles aimeraient voir dans leur entreprise et d'autres qui ont plus répondu ce qu'elles ont réellement vécu en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage qui est, enfin, notamment et même dans le secteur tertiaire, qu'on soit en télétravail ou en présentiel, il y a quand même un décalage entre la théorie et la pratique, parce qu'on en parle, et même dans les entreprises, il y a des formations, on en parle, mais dans la pratique, il y a encore ce surcontrôle, même plus qu'un contrôle, il y a un surcontrôle qui est effectué, alors que des personnes peuvent être compétentes et en poste depuis 8 ans, 10 ans, même parfois plus expérimentées que certains managers, mais bon, après, peut-être pour justifier la position des supérieurs hiérarchiques qui sont intermédiaires, parce qu'ils ont encore des responsables au-dessus qui leur demandent de mener cette manière de manager dans le contrôle, mais du coup, ça crée un malaise et un décalage. On ne sait pas trop comment se comporter, en fait. Non, mais c'est sûr que, enfin voilà, j'étais assez surprise en effet des résultats. Personnellement, de mon expérience passée, je n'ai pas encore vu beaucoup de management collaboratif en place réellement. J'ai l'impression que les personnes ont plus répondu ce qu'elles aimeraient. Après, je ne suis pas ailleurs, mais ce qu'elles aimeraient voir exister en fait. C'est ça. Non, mais voilà, il y en a, mais vous voyez, dans le conseil d'entreprise libérée, après, les terminologies sont difficiles à cerner, hein, mais on était sur 8% en 2016, donc c'est infime. Donc, ça reste, c'est encore marginal, mais c'est une tendance et je pense que cette tendance va s'accentuer aussi au fil du temps où les jeunes générations rentrent dans la course et vont grossir les rangs et vont prendre la place parce qu'elles ont grandi avec d'autres références et une autre façon de travailler dans le multitask. C'est très différent et puis, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, quand on constate qu'en effet, ça fonctionne de, entre guillemets, bien traiter les gens et d'être dans un mode plutôt collaboratif plutôt que du contrôle pur et de la sanction, et, enfin, le modèle rétribution, contribution, bref. Si on constate que ça fonctionne mieux, ben, quand même quelques-uns qui vont se dire on va peut-être finalement passer à autre chose, mais c'est pas du tout évident ce genre de changement de management quand on n'a jamais connu autre chose. Quand on nous a toujours expliqué que c'était comme ça, qu'il fallait contrôler, qu'il fallait vérifier, qu'on a des objectifs et que, je veux dire, voilà, quand on travaille pour une entreprise qui est cotée en bourse, on travaille les 3/4 du temps à donner les bons chiffres pour le trimestre. Hein, donc, et pas pour servir les clients. Ouais. Donc, c'est des changements qui sont profonds. Ouais, et justement, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est peut-être un autre sujet, mais vous ne pensez pas que ça risque de créer un peu une... Alors, certes, chacun peut travailler, si je peux dire, à compétences égales, mais la distance ne risque pas aussi d'éloigner les collaborateurs les uns des autres et de créer une... je sais pas, Alors, oui, là, ça... la collaboration, justement, de passer à côté. C'est un peu la question que tout le monde se pose pour le moment, hein, c'est comment s'adapter aux nouvelles formes de travail. Parce qu'en effet, ça redistribue complètement les cartes aussi, ne serait-ce que cette situation télétravail. Alors, l'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet, et là, on est parti pour des heures. Mais en effet, l'intelligence artificielle va redistribuer complètement les cartes des métiers. Voilà, on ne sait pas trop des métiers qu'on exerce aujourd'hui, qui restera dans le temps. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, on mise sur les soft skills, parce que ça, l'intelligence artificielle ne va pas encore pouvoir le reproduire tout de suite. Ouais. Ok, mais c'était très intéressant, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci. Je pense que M. Laurent avait une question, Virginie. En fait, ce n'est pas une question, c'est plutôt un feedback. Je ne vais pas parler de l'entreprise dans laquelle je travaille, mais plutôt de celle de mon épouse, qui, je pense, a une formule qui est très bien, qui est ni une entreprise libérée, ni une entreprise avec un management directif. C'est une entreprise qui analyse vraiment les compétences et les connaissances de chacun et peut faire monter
des gens qui sont compétents techniquement et les faire monter en tant qu'experts techniques et ne pas les faire passer en management, chose pour laquelle ils seraient totalement incompétents, et mon épouse en fait partie, alors qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font l'erreur de faire passer des experts techniques en managers alors qu'ils n'ont pas ces compétences-là. Et cette entreprise qui fait quand même 3000 personnes a vraiment les deux façons de promouvoir les gens et donc de reconnaître le travail en faisant monter en valeur et donc tous les avantages que cela implique, à la fois l'expertise technique d'un côté et le management de l'autre, enfin, l'expertise managériale de l'autre, sans pour autant obliger les gens très compétents à devenir des managers d'équipe. Sinon, on arrive au fameux principe du Peter où les gens arrivent à un niveau où ils sont incompétents. Ils arrivent au niveau où ils sont finalement incompétents parce qu'on leur demande des compétences qu'ils n'ont pas. Oui, j'ai perdu une partie, hein, mais je pense avoir bien compris. Et en effet, c'est vraiment, elles sont rares, elles sont très rares les entreprises qui font ça, parce que ce qui se passe, en effet, c'est qu'on met à un poste de manager quelqu'un qui a atteint des bons résultats, quoi, parce que c'est un bon vendeur, parce que c'est un bon ingénieur, mais ça n'en fait pas du tout un bon manager. Et malheureusement, il est très, très fréquent que les gens quittent leur emploi parce qu'ils ont un mauvais manager, quoi. C'est quelque chose qui compte énormément dans la démotivation ou la désimplication d'un travailleur. C'est quand soudainement il est face à un manager qui ne convient pas et qui n'est pas à sa place. Et en plus, l'employeur perd tous les bénéfices des compétences de ce travailleur-là. Ça coûte très, très cher aux entreprises. Il y a des chiffres qui ont été établis là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez consulter le rapport Gallup. C'est GA2LUP, où il donne vraiment le coût de ce genre de mauvaises opérations, voilà, le fait de mettre des managers, pas les bonnes personnes à la place de managers. Ils ont chiffré ça, c'est atroce. Donc, et ça concerne évidemment beaucoup d'entreprises. Mais si vous avez l'occasion, vous pouvez consulter ce rapport, il est très, très bien fait. Très bien, merci. Et merci pour cette présentation. Merci à vous. Merci. Il y a encore d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez même écrire hein, si le micro ne fonctionne pas. C'est parfois plus simple d'écrire. Mais voilà, comme mon administrateur délégué dit toujours, en fait, le management reste un job quotidien qui doit tenir compte des personnalités des équipes. Et même si la politique générale de la société doit primer, il est toujours important de s'adapter aux personnes qui consistent forcément la force vive de la société. Donc voilà, je crois que le mot de la fin, c'est vraiment l'adaptation et l'évolution. Ça, je pense que Virginie ne nous contredira pas. Hein. Voilà. C'est un monde changeant. Mais c'est ce qui fait sa richesse aussi. Et alors, on avait une question aussi attends, je remonte plus haut, de M. Carnois, concernant les certifications ou des articles en Scrum Mastering. Donc, la question est de savoir si ça concerne le style, enfin, le management participatif, ou si c'est un autre management, un autre type de management, ou si ça fait partie de la gestion de projet. Donc, est-ce que ça te parle? Non, ça ne me parle pas du tout. Voilà. Donc, je suis désolée, mais… On ne peut pas tout savoir non plus. Non, je n'ai pas… On peut se renseigner, mais je pense que c'est un autre type de management, hein, de mémoire. Ouais, si je peux me permettre, la méthode Scrum, c'est une méthode pure de gestion de projet où, au lieu de faire une gestion de projet en cascade, on fait des projets par itération successive, où on présente des prototypes 1, des prototypes 2, etc. Mais je vois Évolution successive. Voilà. Mais c'est pas en lien avec du management d'entreprise. OK, merci. Ben voilà, M. Kernan, vous avez votre réponse. Voilà, donc s'il Merci y a beaucoup plus de questions, d'avoir précisé.
Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer là. Donc, merci à tous pour votre participation.